Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Dans l'actualité internationale. On ira en Italie. C'est chaud, mais aux États-Unis, c'est chaud pour Trump. Bon, disons que c'est chaud, pas vraiment, hein, parce que dans les nouveaux chefs d'accusation qui ont été portés on a 34 lui, quand même. Oui, mais le problème, c'est ça concerne quoi, le fait qu'il ait détenu des documents classifiés secret défense, donc aussi bien des secrets concernant l'arsenal nucléaire américain que le dispositif de défense américain, donc sur la manière dont l'armée a organisé les différents types de bases américaines, comment elles sont disséminées, le système de défense américain, tout ce qui concerne les finances du pays. Bon, bref, c'est pas nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Joe Biden aussi, en tant que vice-président, on a retrouvé des documents dans son garage, hein, des documents aussi classés défense. Même Mike Pence, son ancien vice-président aussi, a des documents classés secret défense. La particularité, c'est que les trois sont candidats à l'élection 2024. Donc, je crois que ces avocats vont jouer sur ça. Et le fait que le procureur fédéral de l'État de Miami veuille accélérer la procédure pour qu'il soit passé en jugement le plus vite possible, pour moi aussi, ça ne fait qu'alimenter la thèse selon laquelle, que défend Donald Trump, selon laquelle, évidemment, il y a une justice là qui est aux ordres pour essayer de l'empêcher de pouvoir briguer cette présidentielle de 2024. Mm-hmm. Mais il a encore, je pense que c'est pas ça ce procès qui pourrait vraiment empêcher son éligibilité. C'est plutôt le procès relatif aux événements du 6 janvier 2021. L'intrusion au Capitole. Voilà, l'intrusion au Capitole, parce que dans la Constitution américaine... Avec l'homme bison. Voilà, dans la Constitution américaine, c'est clair. Dès lors que si vous êtes reconnu coupable d'actes qui portent atteinte à la sûreté de l'État, vous perdez obligatoirement à la fois vos droits civiques et vos droits politiques. Et donc, par conséquent, si Donald Trump est reconnu coupable d'être l'auteur, d'être à l'origine de cet assaut du Capitole, là, oui, là, effectivement... ça va être chaud pour lui. Ça va être chaud pour lui. En Italie, on a perdu Berlusconi. Oui, Silvio Berlusconi, il Cavaliere, hein, qui est décédé hier à l'âge de 86 ans dans un hôpital milanais où il avait été reçu il y a quelques jours. Il faut déjà savoir que entre le mois de mars et avril, il avait quand même passé déjà 1 mois et demi à l'hôpital. On savait que sa santé était extrêmement fragile. Il est décédé d'une leucémie, selon le communiqué qui a été rendu public lors de l'annonce du décès de Berlusconi. Alors, évidemment, des hommages ont fusé à travers le monde entier pour saluer la mémoire de cet homme-là, de Vladimir Poutine jusqu'à Emmanuel Macron en passant par Joe Biden. Il faut savoir que Silvio Berlusconi et Vladimir Poutine s'entendaient très bien. C'était des proches et régulièrement, lorsque Silvio Berlusconi était chef du conseil de ministres italien, notamment lors de la période entre 2001 et 2006, il invitait régulièrement Vladimir Poutine à sa méga villa de Sardaigne. Et donc Silvio Berlusconi est un personnage haut en couleur qui aura su marquer la vie politique italienne ces 30 dernières années, avec des hauts et des bas, avec des victoires éclatantes aussi et des défaites terribles. Il a aussi su animer les faits divers de la vie, des faits divers en Italie, notamment avec le scandale des soirées Bonga Bonga ou l'affaire Rubygate, de cette mineure-là qu'il avait invitée au cours de ces soirées et qu'il avait voulu faire passer pour la nièce de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Il y a aussi les soupçons de scandale de fraude fiscale, les soupçons de scandale de corruption de magistrats, parce qu'il avait aussi un certain nombre d'affaires qui planaient sur sa tête, des affaires de délit d'initié, des affaires de trafic d'influence. Il faut savoir que et aussi de grandes interrogations ont toujours animé les Italiens sur les origines réelles ou supposées de toute sa fortune. Alors, selon la biographie officielle de Silvio Berlusconi, hein, qu'il aura notamment publié dans ses mémoires qu'il avait sorti en 2001, qui s'intitule Une histoire italienne, eh bien, lui, il explique que
D'abord, c'est le fils d'un banquier, qui était un banquier milanais. Son père a commencé sa carrière comme simple commis de banque et puis l'a terminé comme l'un des dirigeants d'une grande banque milanaise. Et donc, lui, comme tout enfant de classe moyenne, il a vécu une partie auprès de ses parents. Il a fait sa scolarité dans des pensionnats. Une fois qu'il a obtenu l'équivalent du bac en Italie, il a même passé 2 ans en France, à la Sorbonne, avant de repartir en Italie. Et de ce passage en France, il a gardé quelques rudiments. Il avait gardé quelques rudiments de la langue de Molière, mais surtout de très grandes connaissances en ce qui concerne les chansons de Charles Trenet ou de Charles Aznavour. Et donc, ensuite, lorsqu'il est reparti à l'université de Milan, il a obtenu une licence en droit et à partir de là, il va se lancer dans les affaires. Il faut savoir que lorsqu'il termine ses études, et on est au début des années 60, il y a aussi, ça correspond à une espèce de boom économique que l'Italie va connaître dans le cadre des Trente Glorieuses, que l'ensemble de l'Europe va connaître cette période-là de croissance ininterrompue. Et donc, lui, il va avoir l'intelligence de voir que il y a notamment l'industrie à Milan qui est florissante. Et donc, il y a une très grande migration des populations, notamment celles qui viennent de Vénétie, et de Vénétie, ou bien ceux qui viennent un peu plus du sud, de Naples et des autres villes là-bas. Et donc, toutes ces populations-là migrent vers le nord, parce que Milan, c'est au nord de l'Italie, pour travailler dans ces usines-là. Et donc, ces populations vont avoir besoin de logements. Et donc, à la fois qu'il y a un boom industriel qui se développe dans la ville de Milan, il y a une forte migration de populations qui viennent pour trouver du travail là. Et donc, il y a une forte demande en matière d'immobilier. Et c'est comme ça que lui, il va tout naturellement commencer à entrer dans les BTP. Alors, la première interrogation qui a toujours le premier mystère, en fait, ou si tu veux, la première question sur laquelle les Italiens ne sont pas d'accord quant à la réponse, c'est comment est-ce que Silvio Berlusconi avait-il pu trouver les moyens de financer ses premiers projets immobiliers à Milan? Alors, pour ça, il y a toute une série d'hypothèses, des plus plausibles aux plus farfelues. Les plus plausibles, c'est qu'il semblerait que son père se soit porté caution auprès de la banque dans laquelle il avait travaillé pour permettre à Silvio Berlusconi d'avoir les financements pour lancer son tout premier projet immobilier. L'autre, pour les plus farfelus, disent qu'il aurait signé un accord avec la Cosa Nostra, donc la mafia italienne, pour obtenir tous ces financements-là. Et donc, à partir des années 60, il va donc se lancer dans la construction de projets qui vont vite connaître un très grand succès, parce que lui, il va faire ce que les entrepreneurs italiens ne faisaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de livrer des maisons. En réalité, dans les projets immobiliers de Silvio Berlusconi, c'est un style qu'il avait pris des États-Unis, qu'il avait su implémenter la première fois en Italie et qui va être ensuite repris dans beaucoup de pays européens, même chez nous ici en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne vend pas seulement une maison, mais on vend un mode de vie, un art de vie. Ça veut donc dire qu'à côté des maisons, on met toutes les commodités dont les familles ont besoin dans leur quotidien. Donc, à côté des villas, on va mettre des hôpitaux, on va mettre des épiceries, on va mettre des écoles, on va mettre des aires de jeu. Des aires de jeu. Exactement. Donc, tout ça... des musées. On va mettre des musées. Et donc, tout ça, c'est ce type de projet-là que lui, il va concevoir et qui vont connaître un énorme succès. Et donc, par la suite, durant toutes les années 60, il va évidemment connaître, il va voir sa fortune considérablement augmenter. Et donc, dans les années 70, évidemment, c'est là où on commence à dire que des interrogations pourraient commencer à se poser sur la manière dont il gérait ces projets immobiliers qui sont... Il faut savoir que dans les BTP, on manipule beaucoup d'argent. Et donc, qu'il était certainement très endetté. Et donc, c'est la raison pour laquelle il aurait donc décidé de changer, si tu veux, de modèle économique. Et donc, il va commencer à diversifier, si tu veux, ses investissements. Et à partir de 1976, il va se passer quelque chose en Italie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une libéralisation des ondes. C'est-à-dire que la télé, la télévision et la radio vont entrer dans le domaine privé. Donc, les privés auront la possibilité d'avoir des chaînes de télé et de radio. Et donc, la RAI, qui était la télévision publique, avec les radios publiques, devaient maintenant être confrontés au phénomène de la concurrence. Et donc, à partir de là, il va véritablement saisir les enjeux
saisir les opportunités que cela représente, parce qu'il ne faut pas l'oublier que Berlusconi, lorsqu'il a fait ses études de droit, je l'ai dit ici, il est licencié en droit avec une option de spécialité en publicité. Et donc là, il va un peu revenir si tu veux, à sa filière initiale en termes de formation. Et donc, il va, par le biais de la publicité, il va d'abord commencer par racheter des jeunes radios, des jeunes télévisions qui avaient du mal à décoller en quelque sorte. Et là, il va mettre en place un système de programmes qui va très vite connaître un très grand succès, notamment dans les années 80, ce qu'on appelle des programmes à paillettes, c'est-à-dire que c'est des programmes dans lesquels il n'y avait pas, dans le fond, un très grand contenu, mais c'est beaucoup plus lié vers le divertissement. On est beaucoup plus lié vers tout ce qui est tape à l'œil, c'est-à-dire que dans des émissions, par exemple, on ne va pas avoir de débats très intellectuels, très éducatifs, très ludiques, mais on va beaucoup miser sur la présentation des animateurs. En général, il va mettre en avant des animatrices avec des formes pulpeuses, avec des belles voix, avec une présentation. Et donc, ces femmes-là vont en quelque sorte, et ces hommes aussi bien présentés, bien baraqués, ce sont un peu ces hommes et ces femmes-là qui vont par la suite faire le succès de l'audimat des chaînes de Berlusconi. Et derrière, il va aussi racheter des sociétés de publicité qu'ils vont permettre de vendre, si tu veux, des espaces publicitaires sur ces écrans-là, dans ces programmes-là. Et donc, rapidement, durant les années 80, il va faire l'acquisition de chaînes de télé, de chaînes de radio. Et après, il va élargir. Il va racheter également des journaux. Et donc, au point où il va, à la fin des années 80, être le plus gros, si tu veux, le plus gros entrepreneur des médias en Italie. Et évidemment, à partir des années 90, il va aussi avoir un certain nombre de problèmes. C'est que, à la fois, son empire est immense, à la fois son empire commence aussi à susciter de l'intérêt et des interrogations, notamment de la part de la justice, qui essaie de comprendre comment est-ce que, évidemment, Berlusconi finance ses investissements, où est-ce qu'il trouve, il parvient notamment à s'endetter, parce qu'il y avait une grande question concernant l'origine de la dette dont détenait justement l'empire de Silvio Berlusconi. Est-ce que cette dette-là n'était pas est-ce que la taille de cette dette-là ne risquait pas de faire effondrer donc, tout cet empire, avec toute une série de suspicions qui planaient. Et à partir de ce moment-là, on entre dans les années 90, il va y avoir à la fois d'un côté sur le plan judiciaire, la justice des magistrats qui commencent de plus en plus à s'intéresser sur comment est-ce que Silvio Berlusconi gère sa fortune. Et d'un autre côté, on va voir que les partis de gauche qui étaient au pouvoir en Italie vont commencer à être aussi frappés par une série de scandales de corruption et des délits d'initiés. Et donc tout ça va faire qu'il va y avoir un désamour de la part des électeurs italiens pour les partis de gauche qui étaient au pouvoir dans les années 90. Et là, il va avoir l'intelligence. C'est la raison pour laquelle que certains de ses détracteurs disent qu'en réalité, Berlusconi rentre en politique pour se créer une immunité afin de se protéger lui et protéger son patrimoine et ses entreprises. Et donc, en 1994, déjà en 1990, il va racheter un tout petit club milanais qui s'appelait l'AC Milan et avec un coup de génie, parce qu'aussi il faut savoir que derrière Silvio Berlusconi était un passionné de football comme la plupart des Italiens. Rapidement, le Milan AC il va l'emmener de la 3e division en première division et rapidement, le club va devenir un des plus grands clubs d'Italie et il va commencer également et rapidement, il va devenir un des plus grands clubs italiens en remportant notamment des titres de champion d'Europe. Il faut savoir que sous Berlusconi, il a dirigé le Milan AC durant 31 ans. Ils ont obtenu 8 titres de champion d'Italie et 5 titres de champion d'Europe. Donc, c'est un club qu'il a véritablement amené au sommet, club qu'il vendra à des groupes d'investisseurs chinois en 2017 et il rachètera un autre club qui s'appelle l'AC Monza, qui était aussi en 3e division et pour lequel il va tenter de refaire un peu le même parcours, tenter de reproduire ce qu'il avait pu faire avec le Milan AC. Donc, dans les années 90, il va sentir ce désamour de la part des électeurs italiens pour la gauche italienne au pouvoir. Et donc, il va avoir l'intelligence de dire, il va créer son parti politique, qu'il va appeler Forza Italia, ça veut dire aller l'Italie. Et donc, ce parti politique-là, il va faire une offre très simple, une offre de populiste en réalité. Il va dire aux Italiens,
Écoutez, moi j'aime l'Italie. L'Italie est ce pays qui m'a tout donné, qui m'a permis de réussir. Et moi, je voudrais donc que la réussite que je me suis appliquée à moi-même et à mes entreprises, je vais l'appliquer à l'Italie pour que l'Italie parvienne aussi au sommet et que l'Italie redevienne cette grande nation-là. Et donc à partir de là, en 94, il va avoir une ascension extraordinaire, fulgurante même. Donc rapidement, en s'alliant avec les partis de droite et d'extrême droite, il va parvenir, notamment la Ligue du Nord, il va parvenir en mars 94, à une première fois au pouvoir, donc il va être nommé Premier ministre. Et malheureusement, en décembre de cette année-là, pour des raisons de différence de point de vue en matière de stratégie, il faut savoir que la Ligue du Nord va retirer sa confiance à Silvio Berlusconi, et comme on est dans une démocratie parlementaire, il va être obligé de rendre le tablier. Et ensuite, la gauche va malheureusement, on va nommer un autre dirigeant, puis il reviendra au pouvoir en 2001, parce qu'il va préparer une intelligente stratégie de retour au pouvoir. Et puis, entre 2001 et 2006, il va être l'un des rares premiers ministres à terminer la totalité d'un mandat à la tête du gouvernement italien. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare en Italie. Et donc, il a ce record-là. Et puis, malheureusement, une série de scandales, notamment les scandales liés à des délits d'initiés, des scandales de corruption, notamment de magistrats, tout ça va venir ternir en quelque sorte son image. Et en 2006, à la suite d'un banal vote à l'Assemblée nationale, il va perdre la majorité et il va devoir rendre son tablier. Puis là, il va connaître un long déclin avant, à la surprise générale, de revenir au pouvoir en 2008, pour cette fois-ci s'installer pour 3 ans jusqu'en 2011. Et ce sera ces 3 dernières années à la tête du gouvernement italien. Mais il perdra évidemment en 2011 le pouvoir, cette fois-ci à cause des scandales liés à l'affaire Bonga Bonga et Rubiguet, et puis qui vont sonner un peu, si tu veux, une forme de lassitude de la part des électeurs italiens concernant ces frasques. C'est-à-dire qu'ils vont estimer que les scandales de corruption, ils pouvaient encore les supporter, mais les scandales liés à la morale, le fait que surtout sa deuxième épouse, sa deuxième et ex-épouse, en 2011 avait sorti un livre dans lequel elle expliquait que Silvio Berlusconi avait une impétence sexuelle vraiment incroyable, et donc tout ça va considérablement venir ternir son image. Et donc, en 2011, il va devoir rendre son tablier, mais il ne va pas s'éloigner de la politique. Il va rester un personnage central de la politique italienne, puisque grâce à son parti, même si le parti va entamer un fort déclin à partir de cette période-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en 2001, Forza Italia représentait un tiers de l'électorat italien. En 2022, ça représentait moins de 8%. Donc, le grand parti politique va, à partir de 2011, entamer un lent et long déclin, même si son chef restait extrêmement populaire auprès des Italiens. Et donc, il va, à la surprise générale l'année dernière, se faire élire sénateur. Beaucoup expliquent qu'il avait besoin de cette immunité-là parce que toujours il y avait les affaires judiciaires qui planaient sur lui. Mais toujours est-il qu'avec la disparition de Silvio Berlusconi, c'est une grande figure de la politique italienne de ces 30 dernières années qui disparaît. Et c'est une page de l'histoire moderne de l'Italie également qui se tourne. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait succinctement sur la vie de Silvio Berlusconi. Restez connectés dans Luda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio.